Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle session du programme Entraide animé par la FQP PACA. Donc, je suis Guy Sepahi, l'animateur de cette session. Et donc, je passe la parole à Jean-Jacques Bonneau, qui est le pilote de ce programme. Merci Guy. Eh bien, bienvenue et bonjour à tous. Bienvenue dans ce programme Entraide nouvelle formule. Ce programme, comme vous le savez sans doute, a pour but d'échanger, de partager des bonnes pratiques. C'est notre façon à nous, chez AFQP, d'exprimer notre solidarité en ces temps difficiles, en ces temps de crise. Dans le cadre de la nouvelle formule du programme Entraide, le webinaire d'aujourd'hui entre dans la catégorie que nous avons appelée qualité pratique. C'est donc un webinaire où nous souhaitons apporter à nos adhérents, mais aussi à ceux qui vont le devenir, des conseils, des informations, voire de la formation, et en tout état de cause, une assistance pour la mise en œuvre d'une approche, d'une technique au service de la performance de leur organisation. Le webinaire d'aujourd'hui, dans la catégorie qualité pratique, a pour thème « Comment réussir son audit distanciel ». Alors ce sujet est brûlant, il est brûlant d'actualité, bien évidemment, puisque le projet, c'est de mettre aussi en télétravail les auditeurs et les audités. C'est un sujet qui est également un peu bouleversifiant, si vous me passez l'expression, puisque on peut revenir quelques années en arrière, et qui aurait dit il y a quelques années en arrière que nous pourrions, nous auditeurs, évaluer un système, évaluer un process à distance. C'était absolument inconcevable. Nous sommes déjà dans le monde de demain. Donc, ce sujet est important et stratégique. Il va probablement changer, faire évoluer les pratiques d'audit. Et ben, il est comme tout outil à manipuler avec délicatesse, et un petit peu comme le couteau, il faut savoir le prendre par le manche, sinon il risque d'être dangereux sinon. Dernier point, et je vais passer la parole aux intervenants pour nous informer et nous former sur cette nouvelle pratique. Deux experts, auditeurs patentés, ayant beaucoup pratiqué l'audit, continuant à beaucoup pratiquer l'audit, formateurs également, formateurs confirmés de l'audit. Enfin, deux vrais experts. Ils s'appellent l'un Fabrice Deluc et l'autre Olivier Prévost. Eh bien, Fabrice et Olivier, nous sommes à votre écoute, je vous passe la parole. Merci Merci à vous. Jean-Jacques. Ok, ben je vais commencer directement. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Fabrice Deluc, je suis auditeur, certificateur et formateur aussi, comme disait Jean-Jacques, dans le domaine de la qualité, qui est mon violon d'ingre. Il est vrai qu'il y a des changements au niveau des techniques d'audit, aussi bien à l'audit interne que tierce partie, à savoir au niveau des certifications. Donc ça, on va aborder avec mon ami Olivier Prévost sur des conseils mis en pratique que nous effectuons. C'est du bon sens, de la bonne pratique. Et après, il faut qu'on s'adapte à notre temps. Il faut qu'on s'adapte aux conditions qui vont pas diminuer du jour au lendemain avec ce corona, quoi. Et je pense qu'il y a des bonnes niches d'évolution, d'économie pour des gens. On va vous expliquer un petit peu comment ça se passe par rapport au système. Voilà, donc je laisse la parole à mon ami Olivier Prévost. Bonjour à tous, Olivier Prévost. Comme disait Fabrice, nous allons aujourd'hui aborder cette question de l'audit à distance, pour lequel donc, nous avons tous les deux une expérience. Et l'objectif, c'est de pouvoir aussi échanger ensemble sur les connaissances que les uns et les autres avons, ou donc en fin de séance de répondre à des questions que vous pourrez vous poser. Voilà.
Fabrice, je te laisse commencer. Allez, go, c'est parti, Olivier. Merci. Ah, alors, pourquoi ça ne fait pas? Ah, ouais. Yeah, super. Alors, on a eu donc au niveau du Comité français d'accréditation, le COFRAC, les organismes qui nous mandatent pour après faire des certifications, des recommandations dans cette période de pandémie grippale de faire de l'audit distanciel. Donc, c'est vrai, comme disait Jean-Jacques, il faut qu'on s'adapte par rapport à cette pandémie d'audit distanciel, mais sachez que on était déjà encouragé à réaliser des audits à distance. Certains sont possibles, d'autres interdits. Dessus, on va vous expliquer les modalités, quoi. Sachant que les audits à distance sont tolérés pour les certifications internes et externes tierce partie. Pour information, une fois, ça m'est arrivé, j'étais en audit en 2013 sur Paris, arrivé directement, rendez-vous au client, on arrive super magnifique périphérique, il n'y a jamais de bouchon à Paris, donc en plein dans les bouchons nettement dessus, 2 heures de retard minimum. J'appelle le client pour lui préciser. Il me dit, écoutez, il n'y a pas de souci, on va s'adapter. On doit prévenir, c'est possible de faire au niveau documentaire dessus. Et je l'ai déjà fait directement il y a 6 ans, ouais, 7 ans en arrière dessus, quoi. Donc, c'est possible par rapport à ça. Il faut que ce soit bien préparé, bien recevable, et on va expliquer directement comment ça se passe. Page d'après, s'il te plaît, Olivier. Merci. Ah, voilà. Il y a une norme qui s'appelle la norme 19011. Je ne sais pas si vous la connaissez directement. Cette norme s'appelle ligne directrice des systèmes de management. Qualité, sécurité, environnement, je prends tous les systèmes de management dans le cadre de l'ISO dessus, qui favorise cette possibilité. On doit, nous, en tant qu'auditeurs, dessus, respecter ces lignes directrices, cette 19011. Et vous avez dans l'annexe A, qu'on va vous expliquer et présenter avec Olivier par la suite, des planifications pour réaliser votre audit avec 4 différentes thématiques, que ce soit à distanciel, présentiel, sans contact humain, avec contact humain. Et par rapport à ces éléments, ces possibilités dessus, vous voyez, c'était en 2018 que la version 19 millions est sortie, donc c'était avant cette pandémie Covid-19, elle nous facilitait les possibilités de pouvoir faire cet audit distanciel. Petit rappel directement, vous voyez la codification NFEN ISO. Donc, comme j'expliquais à mes étudiants, ISO, c'est le système international qui a validé pour le Pan-Nation pour l'Europe, qui a validé pour la France. C'est AFNOR chez nous en France qui met en place directement ces normes dessus non françaises. Donc, ces techniques d'audit, que vous soyez à Marrakech, que vous soyez en France, que vous soyez à n'importe quel endroit, ces techniques d'audit sont favorisées et recommandées. J'ai même fait récemment un audit pour le Congo, de chez moi, à Trans-en-Provence. Donc, d'où c'est possible directement de pouvoir le faire. Merci Olivier. Alors effectivement, ce que l'on souhaite vous présenter aussi, c'est à quel moment on fait appel à ces techniques d'audit, puisque comme tu le disais Fabrice, depuis 2012, elles sont autorisées dans la 19011. Alors bon, l'interactivité n'étant pas possible, globalement les cas divers auxquels on pense, c'est déjà en premier lieu lorsque le niveau de risque de l'activité que l'on doit auditer est faible. Pour l'équipe d'audit. Là, on va pouvoir envisager, ça c'est un point très important, on va pouvoir envisager effectivement un audit à distance. Deuxièmement, il se peut, pour diverses raisons, qu'il y ait besoin d'aller faire un audit spécifique sur une partie donc d'un système de management, ou que ce soit pour un complément d'audit, où on peut ne pas avoir, ça peut arriver, eu le temps de tout auditer. Là, on va pouvoir imaginer une pratique d'audit distant. Ensuite, bon, évidemment, pour une démarche entendue avec l'entreprise, pour des questions diverses et pratiques, d'éloignement, de temps, de sécurité aussi, puisque parfois il peut y avoir des accès plus restreints. Voilà, donc c'est là aussi une des possibilités qui fait que l'on va faire appel à l'audit à distance. Et puis, il y a aussi le cas où, tout simplement, aujourd'hui, par tous ces systèmes de communication informatique, on peut accéder aux données du système de management où que l'on soit. Donc,
sur certaines activités, on pourra aussi prévoir du coup un audit à distance. Il y a un autre cas aussi, un dernier cas, hein, globalement, c'est les 5 grosses familles de cas pour lesquels l'audit à distance peut être autorisé. C'est le cas où un membre de l'équipe d'audit ou l'équipe d'audit connaît déjà le système de management et les pratiques de l'entreprise et a vraiment une bonne connaissance aussi de ce qu'elle fait au niveau du siège, etc. Donc, dans ce cas-là aussi, on peut tout à fait imaginer donc, de l'audit à distance. Par contre, ce qui est important, c'est, comme c'est indiqué ici, de s'assurer que les résultats de cet audit à distance seront les mêmes que ceux obtenus par un audit en présentiel. Ça, c'est une obligation qui est faite aux auditeurs. Et deuxièmement, l'intérêt, comme on l'a vu à l'instant, c'est d'être capable d'utiliser les nouvelles technologies, hein, puisque c'est principalement par ce biais-là que l'on va pouvoir faire de l'audit à distance, pour optimiser l'efficacité de l'audit, hein, que ce soit des temps de déplacement, des coûts, etc. Alors, pour obtenir, donc lorsque l'on fait l'audit, hein, pour obtenir les preuves d'audit ou les autres informations, donc toutes les informations qui sont nécessaires, généralement on conduit des entretiens, des observations de processus et d'activités ou la revue de documents et d'enregistrements. Dans le cadre donc, de l'audit à distance, quelles sont donc les modalités qui vont nous permettre de récupérer ces informations-là? On peut imaginer, par exemple, sur les entretiens, comme le disait Fabrice en préambule, d'utiliser le téléphone, la visio, la distance sociale aussi, hein, ça c'est un peu d'humour. Et puis, pour tout ce qui est l'observation de processus, prévoir d'avoir des observateurs sur site, de récupérer des informations ou des accès sur des logiciels opérationnels, etc. Ou utiliser des systèmes de cloud, donc sur la transmission de documents et d'enregistrements. Hein, il y a différents éléments que nous allons voir par la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, ces audits à distance reposent sur des logiciels et du matériel, et, qui sont cités ici, bien entendu, et qui peuvent avoir justement des impacts sur l'audit que l'on va réaliser. Voilà un petit exemple des technologies donc, qui peuvent être utilisées en support de l'audit distanciel, hein, comme on le fait ici, donc des outils de visioconférence qui permettent l'échange d'audio, de vidéo, de données. Ça peut être aussi donc, la manière d'aller auditer des documents, évaluer des pièces donc, qui sont apportées par l'entreprise au travers d'un moyen d'accès à distance. Ça peut être aussi des transferts de données que l'on va utiliser donc, pour définir où on en est, par exemple, d'une activité. Il y a, comme on le voit ici, différents modes de recueil de l'information. Hein, donc, ces modes de recueil de l'information, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'audit à distance, il repose fortement sur ces technologies. Donc, nous verrons un peu plus tard, dans la pratique, cela va avoir des impacts. Voilà. Ensuite, voilà, on voit des possibilités, par exemple, de capter des informations au travers d'images, de vidéos, d'enregistrements sonores ou autres. Hein, mais on y reviendra, je pense, voilà, juste après. Voilà. Fabrice, je vais te laisser… Encore une slide après. Alors, pardon. Ah oui, pardon. Alors, les obligations, effectivement, liées donc aux technologies de l'information et de la communication, sont les suivantes. C'est vrai que pour assurer un audit qui va être efficace et qui permette de respecter notamment les clauses de confidentialité, de discrétion, d'intégrité, il faut tout d'abord commencer par avoir des technologies de l'information qui sont simples, qui ont le moins de contraintes possibles pour les utilisateurs, parce que sinon, on va être fixé sur l'outil plutôt que sur le fond. Et donc, il faut pouvoir avoir des outils et les connaître pour ensuite pratiquer cette méthodologie particulière, on va dire. Hein, donc, ensuite, il faut assurer des contrôles
Alors, on le voit à différents niveaux lors des phases d'audit. Ces contrôles, ils doivent être identifiés en amont en fonction de ce que l'on souhaite auditer. Je prends ici l'exemple tout bête d'un lien Internet pour un audité qui habite dans une zone mal couverte. On voit aujourd'hui très souvent les réseaux. Moi, ce matin, par exemple, en me levant, je n'avais plus de réseau Internet à la maison. Donc, c'est la petite surprise. Bon, un des points de contrôle, c'est que moi, je sais que je peux passer par mon téléphone, ce que je fais souvent, mais donc c'est contrôler que le téléphone va bien marcher aussi. Voilà. Ensuite, on a des principes de sécurité et de viabilité. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un petit peu les retours qu'il y avait, c'était au début de l'été, je crois, sur Visio, où il y a eu pas mal de problèmes de sécurité. Alors, c'est sûrement pas le seul. Et effectivement, en tant qu'auditeur, je sais que malgré tout, on nous a demandé de rester sur Visio, à la limite plutôt que sur Teams. Et pour illustrer cet élément-là, bon, moi, j'ai pas d'action chez l'un ou chez l'autre, mais c'est vrai que la première fois où j'ai utilisé Teams, j'ai reçu dans la foulée un mail m'avertissant du fait qu'on avait essayé de pirater mes comptes, donc Internet. Donc, c'est vrai que ça m'est arrivé 3 fois depuis. Est-ce que c'est Visio, c'est Teams, je ne sais pas, mais c'est vrai que du coup, il y a des principes de sécurité. Et si on se place du côté client, il faut tout d'abord obtenir un accord avec notre client parce que certaines entreprises ont leurs propres règles et il se peut qu'elles ne souhaitent pas utiliser notamment l'outil que l'auditeur a pensé mettre en œuvre pour l'audit à distance. Donc ça, c'est des choses qui sont des bases, mais qui sont nécessaires à discuter au préalable. Parce que c'est là-dessus aussi que va reposer la possibilité de l'audit distant. Voilà. Et sinon, j'ai marqué effectivement ne pas possible de faire l'audit, puisque il faut absolument cet accord du client et respecter les règles, notamment de transmission aussi de documents, etc. Donc là, c'est ce que j'ai indiqué ensuite, c'est qu'effectivement, le client peut avoir aussi des règles différentes. Donc de sécurité informatique, si vous travaillez pour une entreprise qui a une obligation de confidentialité défense, donc il peut refuser toute transmission, par exemple externe de documents. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait un audit classique et l'entreprise ne donnait aucun document. Voilà, donc j'ai tout consulté sur place et ce sont des entreprises dans le domaine de la sécurité, qui figent le maximum leurs informations. Voilà. Fabrice. Ok, merci Olivier. Alors c'est vrai que pour appuyer ce que dit Olivier, j'ai eu le même souci que toi avec Visio. C'était au mois de mai qu'il y a eu ce gros bug. Nous, on a fait un choix au niveau de la direction de passer en Google Meet. Et j'ai pas d'action Google Meet dessus, quoi. Mais c'est vraiment fluide, ça ne coupe pas. La différence dessus avec les autres, c'est qu'on ne doit pas donner les documents, mais partager visuellement. Donc en termes de RGPD, ça c'est nickel. Je vous encourage à aller sur le site de système et Google Meet, pour l'instant, je touche du bois, ça marche vachement bien dessus. Et tous mes audits ou mes formations, je les fais avec ça. Donc, alors, là, ici, directement avec Olivier, on vous a pris une extraction de l'annexe A de la 19011. Vous voyez donc les 4 thématiques qui apparaissent directement avec interaction humaine site, interaction humaine distance, pas d'interaction humaine site et pas d'interaction humaine distance. Le premier, ça c'est les 4 techniques d'audit qui sont acceptées. Le premier, classique, on va sur site directement, on a un échange directement humain avec une personne. On conduit les entretiens, on renseigne les listes types et les questionnaires avec la participation de l'audité, parce qu'avant, il faut aussi prévoir un plan d'audit pour savoir qui on voit pour les thématiques dessus, pour ne pas bloquer les gens une journée entière, mais bien par rapport à leurs spécificités, RH, production, management. On revoit les documents avec la participation de l'audité et on fait un échantillonnage des documents que l'on voit directement sur place, directement dessus. Très important aussi, ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai été audité, quelqu'un qui m'a imposé de prendre des documents. En tant qu'auditeur, on n'a pas le droit d'imposer. Si nous, en tant qu'auditeur, vous nous proposez de prendre ce qu'on veut, on choisit. Mais sinon, c'est vous qui préparez par rapport à l'échantillonnage dessus. C'est à vous de bien maîtriser
la partie documentaire que vous voulez présenter à l'auditeur. Toujours avec une interaction humaine à distance. Alors, au moyen de ces circuits de communication, on peut avoir quoi? Des comptes d'entretien, une observation de tâches réalisée avec un guide à distance. Le guide à distance, au sens de la norme 19011, c'est votre personne qui va vous accompagner pour l'audit. C'est votre référent. C'est votre personne directement qui va vous dire, on va voir un tel pour la partie audit, on va à tel endroit. On appelle le guide à distance au sein des normes ISO. On renseigne les listes types des questionnaires qu'on veut avoir comme information. On fait une revue documentaire avec la participation de l'OIT. C'est exactement ce qui m'est arrivé dans la voiture quand j'ai dû faire l'audit à distance sur le périphérique parisien. Donc, ces thématiques-là directement que je vous présente, c'est exactement ce que j'ai fait lors de l'audit. Troisième thématique, on n'a pas d'interaction humaine et on est sur site. À savoir, il y a une revue documentaire. On nous laisse la possibilité, donc ça m'est déjà arrivé ça aussi une fois, c'était pour SNCF, on voit la possibilité de voir des documents directement dessus qui ont été enregistrés, l'analyse des données directement, prouvant directement comme quoi les contrôles à effectuer au niveau des rails étaient bien conformes par rapport aux données. On observe les tâches qui ont été réalisées. Rappelez-vous la maxime, je dis ce que je fais ce que je dis et je le prouve. Donc là, c'est de preuve directement qu'on va voir si ça a bien été réalisé. On visite le site seul. Attention, pensez à vos EPI, équipements de protection individuelle. Donc là, vous mettez baudrier, casque, le cas échéant directement pour vous mettre en sécurité. On ne peut pas faire un audit de qualité si on n'est pas en sécurité. Très important aussi par rapport à ça. On renseigne les listes types documentaires qui nous ont été donc mis à disposition. Donc on les note dans notre rapport parce qu'on n'a pas le droit de conserver les documents, ce qui est normal. Et pareil, on refait un échantillonnage avec différents types de produits qui nous sont mis à disposition. Ça, c'est le troisième type. Le quatrième type dessus, donc c'est une revue documentaire à distance directement, sans aucune interaction humaine dessus. Donc ça, c'est des documents qu'on nous reçoit par mail. Donc pareil, j'ai déjà fait aussi ce type d'audit-là. J'ai reçu directement des documents avec un enregistrement, des formulaires d'enregistrement, des FE, une analyse de données via un tableau plan d'action d'anomalie, un tableau d'échantillonnage statistique, tableau d'indicateurs, programme management. On a observé les tâches réalisées des moyens de contrôle tout en tenant compte des exigences réglementaires et légales dessus par rapport à cet audit à distance. Et enfin, j'ai fait une analyse de données. Donc là, 0 contact humain et 0 présence sur site. Ça m'est déjà arrivé directement. Donc oui, ces 4 thématiques, oui, elles sont recevables. Oui, elles peuvent faire. Mais, il y a un petit mais aussi, pas tous les audits pourront être mis en place de cette même façon. Un audit de management classique directement qualité dessus, par exemple, peut se faire à distance. Un audit de sécurité pourra se faire sur une partie documentaire, mais ne pourra pas se faire à distance au niveau du risque humain. On doit aller sur le site pour s'assurer directement que les règles de sécurité sont bien respectées. Donc, certaines pratiques, oui, c'est possible, d'autres non. Lorsque l'activité d'audit sur site est réalisée sur le lieu de présence d'audité, ça peut se faire, mais l'activité d'audit à distance qui est réalisée en tout lieu autre que le lieu de présence d'audité, quelle que soit à distance. C'est-à-dire que la personne dessus ne peut pas être sur le site et vous dire, on le fait directement à distance. Si c'est sur site, on fait une interaction humaine ou pas une interaction humaine, mais sur site. Ça, c'est le principe numéro 1. Donc, il faut justifier que la personne ne pouvait pas être sur site via le Covid-19, par exemple. C'est largement recevable. Les activités d'audit interactives qu'on peut avoir impliquent aussi une interaction personnelle, auditée, et équipe d'audit, ce qu'on va recevoir directement par rapport aux différents chapitrages de la norme à respecter. L'activité d'audit dite non interactive n'implique aucune interaction humaine, mais les personnes qui représentent l'audité impliquent une interaction équipement, installation et documentation. Par exemple, ce qu'on appelle les ECME, équipements de contrôle de mesure et d'essai. Ça, c'est des éléments qui nous sont mis à disposition. Un pied-à-coulis, un oscilloscope, prouvant que l'outil utilisé est bien contrôlé, conforme pour être utilisé pour les contrôles effectués. Donc ça, oui, c'est possible, oui, on peut faire, mais avec des respects dans les règles de l'art, des actions à respecter. Merci Olivier.
Alors, on a pensé de revenir sur l'aspect planification de l'audit pour essayer de faire ressortir finalement des points qui nécessitent l'attention de l'auditeur. Tout d'abord, un premier point, c'est déjà de se dire que la planification et la préparation vont prendre plus de temps que d'habitude sur, par exemple, le fait d'analyser les risques en amont de l'audit, de voir quelles vont être les modalités pratiques, savoir si on va effectivement utiliser tel ou tel outil, voilà. Et puis surtout, tester aussi des solutions envisagées. Ce que l'on fait généralement, c'est que l'on répète notamment les préparations donc, de réunions avec quelques personnes pour voir globalement celles qui seront associées et voir si elles auront justement l'accès que l'on souhaite. Ensuite, voilà, on fait une revue de demande aussi avec le client, ce que l'on disait, par rapport aux différents sites, etc., pour s'assurer que tout va pouvoir être mis en œuvre dans les conditions que l'on a imaginées. Ensuite, voilà, donc cette analyse des risques sur la tenue de l'audit, qui est très importante. Parce que quand vous commencez à prévoir justement des modalités d'audit, il ne faut pas que les choses dérapent derrière, parce que notamment quand on crée, si on est sur des visios, enfin des outils à distance, on va commencer à créer des accès et s'il faut recréer d'autres accès, etc., ça devient vite compliqué. Donc il faut avoir bien évalué notamment ces interactions-là. Ensuite, en termes d'obligations, aussi, c'est d'identifier dans notre plan d'audit les parties qui sont réalisées à distance avec les modalités de réalisation prévues. Ça, c'est important et obligatoire. C'est une demande qui est faite précisément. Lors des audits, dernièrement, j'ai eu l'occasion de faire un audit de certification, c'était sur du QSE. Pour illustrer un petit peu la démarche, on a passé pas mal de temps à lister les documents, donc c'était sur les systèmes de management. On a passé pas mal de temps à lister les documents et les informations qui nous seraient nécessaires durant l'audit. Pourquoi ? Parce que les solutions informatiques peuvent être figées. Comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir des restrictions de documentation qui vont être envoyées aussi. Et donc, il faut bien lister au préalable les supports, enfin les informations dont on va avoir besoin et s'assurer aussi de pouvoir, de bien les avoir reçues. Ça, c'est quelque chose qui paraît évident, mais ça nécessitera donc du coup pas mal de temps et d'aller-retour. Alors, il y a des solutions pour déposer des documents à distance. Vous avez des entreprises qui vont avoir des plateformes comme des clouds, qui pourront transmettre les informations. Enfin, voilà, ça peut se faire par mail, mais bon, l'important, c'est là aussi d'en avoir discuté au préalable et d'avoir été très rigoureux sur les informations nécessaires, qui peuvent être nombreuses. Dans cet exemple-là, j'aurais tendance à dire que j'ai reçu une trentaine de documents, avec des documents qui peuvent être des analyses de risque, des choses comme ça. Donc, ça fait tout de suite quand même du volume à gérer. Et en tant qu'auditeur, c'est vrai qu'on ne se déplace pas, mais on va avoir à gérer quand même ce volume-là d'informations. Ensuite, vérifier que les auditeurs et les personnes impliquées ont les compétences. Truc tout bête, vérifier que les auditeurs savent se servir des outils à distance. Alors, dans les organismes de certification, c'est quelque chose qui est fait, mais vous voyez, aujourd'hui, moi, il se trouve que, alors c'est pas une question de compétence, mais que mon ordinateur, on l'a mis à jour hier avec Guy pour être sûr que j'ai bien la dernière version de Visio, et puis ça plante, quoi. En tout cas, ce qu'il faut, c'est en tant que… Alex. Oui, en tant qu'auditeur, donc, c'est d'avoir la capacité à utiliser différentes solutions, des accès, comme on le disait tout à l'heure, à des logiciels distants, etc. Donc ça, c'est toutes des choses qui s'organisent en amont.
parce qu'il peut y avoir des codes, des restrictions, etc. Donc, la planification de l'audit nécessite aussi que, quelque part, l'auditeur ait une visibilité de solutions qui peuvent être intéressantes dans le cadre de ces audits. Alors, si on est chez un organisme d'audit, généralement, le travail est un peu prémâché. Mais si on est individuel, c'est intéressant aussi de regarder ces solutions parce qu'elles vont permettre peut-être des choses que l'on n'imagine pas forcément. Voilà. Donc, on voit ici un partage de documents, visioconférence. Ça peut être une nouvelle solution aussi d'échange de courriers immédiats, enfin voilà, de chat un peu particulier intégré à d'autres bases. Et puis, alors, si on revient à la planification de l'audit, il va falloir prévoir aussi dans son rapport de spécifier les modalités utilisées pour relever les preuves et spécifier donc si cette modalité a été efficace ou pas dans l'exercice d'audit. Il est important aussi donc de mettre des informations qui concernent les problèmes ou les risques relevés dans le cadre de la réalisation de cet audit à distance, puisque derrière, un autre auditeur pourra être amené à avoir la même logique. Donc, autant utiliser la connaissance opérationnelle, enfin l'expérience, on va dire, pour pouvoir s'assurer du transfert de la connaissance et la bonne réalisation de l'audit. Ah, pardon, voilà. Le respect de la méthode, hein, c'est la méthode habituelle, donc avec des contacts téléphoniques préalables, hein, comme on le disait à l'instant, où on va voir avec notre relais les essais, les exigences techniques, la présence des audités, voilà, séparément, etc., les chartes. Hein, je ne reviens pas trop là-dessus. S'assurer donc de recevoir les documents, je l'ai dit, et puis penser donc à compartimenter les informations, les personnes auditées. Voilà. Fabrice, je crois que je t'ai pris un slide. Pas de souci. Pas de souci, Olivier. Non, pour appuyer ce que tu dis directement, en effet, le contact téléphonique préalable, c'est la moindre des courtoisies, la moindre des politesses directement dessus, c'est pas logique. Et aussi, rappelez-vous directement le petit problème qui t'est arrivé. Heureusement que j'avais le coup de téléphone directement de mon guide d'audit que j'ai appelé pour lui repréciser modalité et c'était d'accord par rapport à l'audit que je devais modifier pour la partie de présentation documentaire. Donc, bien entendu, par rapport à ces éléments d'audit, on va voir directement les spécificités dessus et la présence d'audité séparée. On doit aussi prévoir de ne pas bloquer la journée entière les gens, hein, ils ont tous une vie directement. On doit s'adapter au travail qu'ils effectuent, donc on fait toujours un timing de temps à respecter. Je vous rassure, je ne sais pas toi Olivier, mais moi, je n'ai jamais réussi à respecter un plan d'audit. J'ai toujours dépassé par rapport à ce qui est prévu, parce Oui, qu'entre l'audité qui veut vendre directement son entreprise, qui montre directement ses valeurs, son leadership dessus, donc on laisse parler, on laisse exposer directement avec fierté son entreprise. Et nous, auditeurs, on est un peu curieux dessus. C'est souvent la pause repas qu'on diminue, on prend un sandwich directement, quoi. Et le soir, malheureusement, on dépasse toujours un petit peu. Mais on essaye quand même de respecter en toute courtoisie et respect le planning avec les gens. L'essai qu'on réalise aussi est conjointe avec les parties intéressées qui sont concernées. Quand on parle de parties intéressées dessus, donc je ne parle pas d'un norme partie intéressée pertinente, hein, je parle de partie intéressée, le client qu'on va aller auditer dessus, le cas échéant, s'il y a de sous-traitance aussi, parce que s'il y a une extraction des données d'un processus à une autre entité, on va aussi s'intéresser. Exemple, j'ai audité une fois une entreprise dessus dont le siège était sur Toulon. Une de ces agences était à Roquebrune. On a vu directement la possibilité à Roquebrune d'être disponible lors de l'audit pour leur partie, leur incombant. Les éléments directement qu'on va avoir directement prévoient un relais d'entreprise pour obtenir ces documents. Alors, au niveau de ces preuves documentaires dessus, on va demander. Alors, moi, je demande de voir ces éléments de preuve. Avant de commencer un audit dessus, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle une revue documentaire. Dans cette revue documentaire, qu'est-ce qu'il faut avoir? Le manuel, même si ce n'est pas obligatoire, il y a ce qu'on appelle une cartographie de processus. On doit avoir ces éléments pour avoir la vision des processus que l'on va auditer au niveau du champ, du périmètre d'application. On doit avoir aussi directement un rapport d'audit interne qui a mesuré le système de management.
On doit voir aussi des processus, l'organigramme, l'organisation directement des personnes qu'on va recevoir. Ça, c'est des documents à minima demandés. Récemment, j'ai un auditeur dessus qui est auditeur de mes clients et qui voulait venir pour ce revue documentaire. Vous êtes en droit de refuser. Et je vous encourage de refuser. On est en plein geste barrière, on est en plein risque sanitaire. Limitons la partie normative qu'on peut oublier dessus par rapport à une interaction humaine. Là, je veux dire, pour faire une revue documentaire, je ne sais pas toi Olivier, mais moi, je n'ai jamais fait une revue documentaire avant un audit chez le client. On ne va pas le bloquer, on ne va pas l'embêter. On demande une partie documentaire, tout le monde gagne du temps, c'est fluide, on voit directement ce qui est prévu. On lui redonne le document parce qu'on ne les conserve pas lors d'audit. Et comme ça nous permet d'affiner directement notre planification d'audit. Le cas échéant, on peut avoir ce qu'on appelle des RA et auditeurs. RA, c'est le responsable d'audit. C'est la personne qui va chapeauter tout l'audit qui va être effectué et l'auditeur dessus qui va accompagner. On peut aussi avoir un observateur. À ce moment-là, ça m'est déjà arrivé aussi une fois lorsque j'étais suivi lors d'un audit COFRAC. J'avais une personne qui était cofraquée, qui était venue, muette, et qui regardait toute la partie d'audit que je faisais pour voir si je respectais directement la technique d'audit, à savoir en lien avec la 19011 et l'IRCA que nous avons comme examen passé. Lorsqu'on a fini l'audit, on valide tout écart éventuel et on voit ce qu'on appelle un PV, un procès-verbal à distance provisoire, qui permet d'attester des échanges et accords sur les écarts de la période d'audit. Par exemple, je l'ai fait en début de semaine à un audit Calliope. Quand j'ai eu fini, j'ai envoyé mon rapport au client pour avoir sa validation des éléments que j'ai marqués dedans, qu'on soit bien en phase ensemble. Pourtant, j'ai mis un écart dessus, qu'on soit en phase ensemble. Il m'a validé. J'envoie par suite directement au comité de certification ce document qui permet d'attester, de valider directement la partie d'audit qui a été effectuée. Donc, vous voyez, tout ce que je fais directement dessus, c'est aucune interaction documentaire prise ou autre. Tout se fait directement par Internet, en visio, on récupère, on valide, j'envoie dessus. Donc, l'audit à distance peut se faire et je vous encourage pour tout ce qui est du classique en documentaire, donc je répondrai après à la question de Jean-Jacques dessus à la page 14, je vous encourage par rapport à ce que nous a dit le COFRAC, des audits à distance que l'on peut effectuer. Merci Olivier. Alors, effectivement, hein, sur le PV, je voudrais juste revenir sur le PV que l'on fait à distance et qui peut être provisoire. C'est vrai que souvent on le fait en audit à distance, vraiment relire avec le client pour être sûr qu'on soit bien d'accord. S'il veut y ajouter des commentaires, éventuellement on peut les ajouter. Mais c'est quelque chose qui, comme dans le cadre de l'audit, doit être accordé entre le client et l'équipe d'audit, quoi. Voilà. C'est un petit commentaire que je voulais faire. L'audit à distance aujourd'hui, alors je te laisse c'est toi ça. Merci Olivier. Alors, l'audit à distance. Aujourd'hui, directement par rapport aux autorisations qu'on a pu avoir du comité français d'accréditation. Tout ce qui est fonction support, l'analyse documentaire principalement, peut se faire, je dirais même comme la norme 9001, doit se faire, parce que c'est souvent le verbe devoir qui apparaît, à distance. On fait une analyse documentaire, ça permet d'avoir une vision d'entreprise qu'on va auditer, aussi bien interne que externe, sur la partie management, opérationnel, de ce qu'on peut avoir, et support de nos niveaux documentaires. L'activité de service, où il n'est pas prévu d'observer l'activité dessus, peut se faire à distance. Si c'est du service classique, prenez par exemple tout ce qui peut être en géologie, sismologie, en études directement informatiques dessus, quoi. On n'a pas d'obligation de venir directement voir, parce qu'il n'y a pas de risque sécurité. Donc, ce parti-là d'activité de service non à risque, suivant des codes EAC, qu'on peut avoir directement par rapport à la profession, on peut aller voir directement à distance dessus les techniques documentaires qui sont prévues directement de façon de travailler, sans obligatoirement venir sur place voir directement comment s'effectuer. Au niveau des sites virtuels, on peut avoir des sites web marchands, des sites SAV qui nous sont mettrés dessus. C'est pour ça que je n'ai pas l'action, je précise directement, mais j'ai une petite préférence Google Meet parce qu'on partage de suite l'écran et là on voit tout l'écran qui apparaît des différentes icônes de notre client et c'est comme ça qu'on voit directement les différents éléments virtuels qu'il nous propose. On ne garde pas la main, on n'est ni plus ni moins un regard, on est un regard externe pour voir directement comment c'est mis en pratique. Et puis, je ne vous cache pas que pour les petits sites, c'est beaucoup plus approprié pour eux dessus.
car ils sont de longues au téléphone bloqué, de pouvoir faire un audit à distance. Et croyez-moi, souvent quand un téléphone sonne, qu'on dit excusez-moi, il faut que je réponde, c'est un peu usant quand vous êtes sur place directement à attendre bêtement dessus. Alors, petite nouveauté. Au niveau des exclusions de possibilités de certification, on a fait récemment un webinaire Kedopi avec nos amis de la FQP. On a présenté directement donc, cette très bel outil directement, de très bel système de certification pour les organismes de formation, CBC, VAE dessus et CFA. Depuis l'arrêté du 24 juillet 2020, que je vous encourage à aller sur Internet et récupérer, c'est gratuit, vous pouvez récupérer dessus, on peut faire un audit initial dessus avant le 1er janvier 2021 qui peut être réalisé à distance. J'en ai fait un récemment. Mais, attention, l'audit de surveillance, donc qui se fait entre le 14e et 18e mois de l'année d'après, devra être réalisé sur site. Pourquoi? Dans Kedopi, vous avez un indicateur qui m'est cher, qui est le numéro 17. C'est l'indicateur The Sécurité. C'est l'indicateur sur lequel on doit s'assurer que l'endroit où on va faire les formations, le client qui va faire la formation est en sécurité. Il y a un DURP, il y a le registre sécurité, c'est conforme au niveau électricité, BMS. Donc, nous, en tant qu'auditeurs, on doit pouvoir s'assurer que c'est bien conforme. Donc, pour l'instant, pour la première année, l'arrêté du 24 juillet nous permet de pouvoir faire un audit à distance. Mais, ce que je vous encourage très fortement dessus, demandez de prendre téléphone ou autre dessus, et puis le client puisse vous montrer directement tous les endroits directement de la salle de formation. Ça permet quand même de limiter ce risque qu'on peut avoir. On parlait de Covid-19, il y a différents labels directement qui sont mis en place aujourd'hui sur le protocole de sécurité. Vous avez dû tous entendu parler de ce que notre ministre de la Santé a mis en place au niveau des protocoles sécurité renforcés dessus. Donc, il y a des labels dont je fais partie directement, que nous faisons des audits de système sécurité via le Covid-19, entre autres, respect des gestes barrières. Je refuse de faire un audit dessus à distance si la personne ne peut pas montrer ses locaux. Et je vous encourage à faire pareil. Il y a trop de risques en sécurité dessus pour se dire on fait à distance. On doit pouvoir voir, on doit pouvoir analyser et se rendre compte que c'est conforme. Au niveau des audits, on peut faire directement dessus, d'exclusion directement qu'on ne peut pas faire à distance. 14001, c'est un norme environnementale. On doit s'assurer qu'on va sur un site directement, style ISDND ou autre, que c'est bien conforme pour l'environnement, ce qui est mis en place. Imaginez qu'on ait une entreprise qui est conforme à l'environnement et que derrière, tous ces produits chimiques se mélangent entre eux et on arrive malheureusement à ce qui est arrivé à Beyrouth récemment. Donc ça, nous, en tant qu'auditeurs, on doit aller. 45001, c'est la norme santé, sécurité au travail. Certes, des parties documentaires comme un compte-rendu d'audit, une revue de direction, on peut le faire à distance. Mais la partie sécurité, on doit aller sur le terrain, on doit s'assurer que les hommes avec un grand H sont en sécurité pour faire leur travail. Idem pour le MAS. Une MAS, c'est une certification sécurité, mais principalement dans le pétrochimique au-dessus. C'est la même finalité. On doit s'assurer la compréhension des salariés sur les risques sécurité mis en place dessus. Donc là, ces activités dites à risque sécurité de fabrication, de production dessus, qui nécessitent un regard puissant en termes SQE, on doit aller sur place aujourd'hui. Telle est la décision qui a été mise en place par le comité français d'accréditation. Merci Olivier. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour privilégier les questions-réponses ensuite. Donc, quand il est autorisé, il y a deux contraintes globalement. Alors ça, c'est en tant qu'auditeur au sein d'un organisme de certification qui est l'EFNOR. On nous demande un minimum de 0,25 jours sur une journée d'audit présentiel lorsque l'on fait un audit à distance, pour les mêmes raisons que Fabrice évoquait. Effectivement, le distant a ses limites et donc il y a des éléments qui doivent être vus sur place. Et donc on peut faire aussi parfois une partie à distance, mais le reste de l'audit doit être réalisé sous 6 mois avec une obligation d'analyse de risque. Alors,
Globalement, ce que l'on souhaitait aussi, c'était de faire une petite synthèse des avantages et inconvénients de l'audit à distance, que l'on pourra peut-être compléter même dans les échanges que nous aurons ensuite. Dans les éléments positifs de l'audit à distance, ben, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est le fait d'optimiser l'efficacité, donc c'est-à-dire éviter aussi des pertes de temps, des coûts liés au déplacement, etc. Répondre en dernière minute à des absences ou voilà de personnes. Voilà, c'est très très important dans ces cas-là. C'est la possibilité de consulter des documents aussi, alors à multiples reprises, hein, puisqu'on peut le faire soit en préparation, soit lorsque l'on est en face du client avec un deuxième écran notamment, voir les documents pour pouvoir poser des questions pendant que l'autre auditeur, par exemple, est en train d'avancer, tout en écoutant évidemment ce qu'il est en train de dire. Puis c'est aussi un élément bon, de convivialité, je trouve, mais on verra son pendant, hein, c'est-à-dire que on peut avoir une nouvelle relation aussi avec les gens. Voilà, c'est le fait de pouvoir maintenir des entretiens à distance, une attractivité nouvelle aussi pour les équipes, puisqu'il y a d'autres outils, on peut associer des gens, etc. Et puis des possibles évolutions, parce qu'aujourd'hui, cette nouvelle technologie de l'information et de la communication offre de plus en plus de possibles, et ces possibles, donc ben, aujourd'hui, on les découvre au fur et à mesure. Hein, donc c'est pour ça qu'on a souhaité marquer ce point-là. Les points négatifs, entre guillemets, c'est qu'en tant qu'auditeur à distance, lorsqu'on fait des réunions comme celle-ci, il faut avoir un lieu tranquille pour réaliser l'audit. Et qui tiennent compte de différents éléments, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que le réseau passe? Est-ce que voilà, je vais pouvoir mettre mon matériel, etc. Une organisation préalable plus importante, hein, que l'on a citée, avec l'analyse des risques, la documentation qu'il faut cibler de manière très précise. Il peut y avoir aussi une fatigue importante. Alors ça, j'ai vu sur des réseaux sociaux, notamment spécialisés métiers, que certains trouvent que non, c'est pas plus fatigant qu'un audit en déplacement. Pour ma part, je trouve que l'attention est plus longue à tenir au bout de 2 heures, donc nécessité de faire des pauses. Mais bon, c'est vrai aussi dans l'audit, hein, peut-être. Mais généralement, on dit qu'en 4 heures, voilà, il vaut mieux arrêter. Il y a une perte du contact humain, hein, c'est ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire que bon, on se voit comme ça, mais à un moment donné, tous les sens ne sont pas exploités, donc avec des risques psychosociaux, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, on a besoin d'une vraie relation, et cette relation-là, elle n'est pas complète hein, dans le cadre d'un audit voilà, distant. Voilà, donc ce qu'on disait, c'est qu'on est plutôt centré sur des activités documentaires, et puis il y a certaines activités qui ne sont pas possibles d'auditer en distanciel. Et un point important, on le voit même ici pour ma part, des possibilités techniques de problèmes. Là, j'ai pas de caméra, je sais pas pourquoi. Voilà, donc bon, après il faut apprendre à jongler. C'est peut-être un plus, ça, c'est-à-dire qu'il faut rester un peu ouvert au fait que les choses sont pas toujours comme on pense qu'elles le seront, mais on arrive à faire l'exercice malgré tout. Et comme le disait Fabrice pour clore là-dessus, c'est l'exemple de l'audit que tu as démarré dans un taxi. Ben, montre qu'à un moment donné, il y a aussi cette manière de réagir qui est attendue et d'un auditeur. Et voilà, ben là, dans ce cas-là, c'est un peu ce qu'on a fait même dans notre exercice aujourd'hui. On a rebondi et on s'est adapté en espérant voilà, que ça puisse répondre à vos besoins. Dernier point rapide, voilà, là j'ai listé les différents documents utilisés pour faire cette présentation. Vous trouverez dans les documents importants l'IAF ID 12 sur tous les principes ISO 19011 qui font un peu un récap de toute la pratique audit distant. Et puis, alors là je ne l'ai pas mis, mais je le donnerai, il y a le MD4 aussi qui est un document qui précise les informations sur les nouvelles technologies, enfin là aussi, c'est intéressant. Voilà, mais vous avez différentes normes qui servent de base aussi sur les exigences qui sont imposées. Voilà, je crois qu'on peut passer aux questions-réponses si vous en avez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Guy va intervenir pour transmettre vos questions. Comment éviter que l'audité nous cache des choses?
Alors, moi, j'ai une réponse qui est quand même importante déjà, et effectivement, c'est une très bonne question parce que c'est un point on n'a pas cité, mais qui est primordial dans ce genre de démarche. C'est-à-dire il doit y avoir quand même une confiance envers l'audité. C'est-à-dire que ce genre de démarche, comme effectivement c'est souligné ici, nécessite une ouverture réelle. Donc, c'est quand même délicat effectivement d'aller faire de l'audit avec des structures dont on sent qu'elles se sentent à défaut, enfin je ne sais quelle raison, hein, mais qui fait que elles vont chercher à cacher les choses. Donc la relation de confiance est très importante. On voit très vite hein, si une entreprise va chercher à nous rouler dans la farine ou à nous cacher des choses en préparation déjà dans son attitude. Donc ça c'est pour moi un premier élément de réponse. Le deuxième, je dirais, c'est de chercher justement en préparation hein, des points sur lesquels il y a des choses à aller creuser. Hein, ça, c'est ce que l'on fait en audit habituellement. C'est-à-dire que là, la préparation dans tout audit est malgré tout importante. Alors, c'est vrai qu'il y a des audits où, par exemple, en tant qu'auditeur, il n'y a pas de préparation rémunérée, hein, il faut être clair. Mais on se fait quand même une idée assez rapidement de choses à creuser. Et là, il ne faut pas lâcher. Je pense que c'est plutôt le côté investigation qui est important et d'insister pour aller jusqu'au bout. Mais moi, en présentiel, je vais prendre un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Une structure qui apparemment ne voulait pas trop me donner ces informations. Quand il me présentait les documents, ben, il est passé très vite. Bon, ben, j'avais beau être en présentiel, la problématique se posait à moi aussi. Et j'ai pu changer la donne en me disant, bon, écoutez, voilà, là, on se pose. Voilà, ce document, j'ai besoin de le voir et on va le regarder ensemble. Voilà. Mais je dirais que cette problématique, c'est vraiment un piège effectivement traditionnel de l'audit, quoi. Que vous soyez à distance ou pas, je pense que vous pouvez y avoir droit, quoi. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu, Fabrice, si toi tu vois des Alors moi, ça m'est compléments. déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé directement, lors d'un audit, une personne avec un superbe sourire directement, qui me présente un document. Mais voilà, je me présente directement ce document de processus qu'on a dans la partie réalisation de la production d'un produit dont je ne sais pas le nom. Je dis, OK, c'est parfait, c'est bien maîtrisé dessus. Est-ce que vous aurez un autre document à présenter, notre produit? Je ne pense pas. Je m'attendais, vous n'avez pas qu'un seul produit dessus. Sur le catalogue, vous avez plus de 28 produits, donc je voudrais voir d'autres produits. Et là, en effet, ils ont essayé de m'avoir directement. Un seul dossier était nickel, les autres étaient pourris. Donc, j'ai mis une non-conformité dessus. Lors d'audit, moi, je demande toujours 3 dossiers. Je vous laisse choisir. Monsieur le client, vous me présentez un dossier que ce soit en production, 3 dossiers que ce soit au niveau des ressources humaines. Pourquoi 3? On prend le premier dossier, il est nickel, parfait. On prend un second dossier, il commence à manquer des documents importants. Prenons au niveau RH, par exemple. Vous savez que depuis un bon bout de temps, les entretiens professionnels tous les 2 ans sont obligatoires dessus. Et ce n'était pas le cas de ce que je prends. Je vais écouter, monsieur le client. Le troisième dossier que vous allez me présenter, c'est lui qui tranchera. Soit tout est nickel, et c'est bon, je mettrai ça directement en point sensible dessus. Soit c'est manquant, et je mettrai en non-conformité. Donc, prenez toujours 3 dossiers en tant qu'auditeur. C'est là directement votre réflexion. Déjà, comme dit Olivier dessus, il faut savoir qu'une préparation documentaire, des fois, c'est non rémunéré. Donc, on le fait sur un temps perso à nous. Donc, l'audit est très court. En laps de temps, on doit se faire une vision directement que chaque process est bien maîtrisé. Et la meilleure solution, échantillonnage de 3. Et comme ça, vous faites la vision directement dessus. Alors, la question qui vient est comment assurer que l'audit soit sécurisé, autrement dit pas piratable? Alors, moi, j'ai entendu sécurisé, pas piratable Et pas dessus. piratable. Alors, je vais répondre par rapport à cette partie-là dessus. Ça m'est déjà arrivé directement. Je me suis fait pirater dans le train. Donc déjà, je vais vous conseiller un truc. Dans le train, vous ne prenez pas le Wi-Fi du train. Voilà, je vous encourage fortement à ne pas faire ça. À l'hôtel, vous ne prenez pas le Wi-Fi de l'hôtel. Là aussi, pareil, une fois, j'ai eu une demande de connexion qui a failli tout me piquer directement ce que j'avais sur mon PC. Vous prenez vos téléphones. Moi, par exemple, dessus, j'en ai 2 directement. Un Bouygues, un SFR, je fais la pub dessus. Je me mets directement sur mon routeur dessus et comme ça, je maîtrise entièrement ma bande passante avec mon client.
C'est pour ça je m'excuse des fois d'être un petit peu chiant, hein, je reconnais, quoi. Je dis à des clients, je suis désolé. Pour moi, je maîtrise Google Meet. Il est sécurisé et on va dessus directement. Et là, pour l'instant, bon, après, on n'est pas des hackers ou autres, hein, je peux vous garantir que moi et mes confrères dessus, on travaille comme ça. On travaille avec notre propre bande passante, notre téléphone dessus au niveau du réseau. Et on travaille directement en technologie avec ce Google Meet. Voilà. Olivier? Oui, je suis d'accord avec toi. Après, je reviendrai sur ce que je disais initialement. Donc, il y a effectivement ce qui nous concerne, nous, en tant qu'auditeurs. Et puis, au niveau de la relation client, hein, ne pas oublier de demander au client vraiment les outils qu'il peut avoir décidé d'utiliser ou pas. Je prends l'exemple, Visio, dernièrement, lors d'un audit, nous a été refusé par le client. Donc, il a fallu utiliser une autre solution qui était vraiment spécifique pour des raisons dites de sécurité, voilà, comme j'ai indiqué. Et ça il faut se faire valider quand même en amont, hein, lors de l'audit distant, c'est important, quoi. Voilà. J'ai vu une question qui est passée directement à l'instant. Au niveau des recommandations dessus, si on privilégie directement de faire une formation pour la 19 euh, oui, 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 je vous recommande dessus. Nous, Olivier comme moi directement, quand on a été formé directement aux audits, on nous a expliqué aussi la technique d'audit qu'il faut respecter et aussi la règle 3 directement, hein, pour rien vous cacher directement, hein, c'était mon formateur qui est décédé, Monsieur Veil, qui m'a expliqué ça. C'est comme ça qu'on a appris. C'est comme ça que vous apprendrez. C'est là qu'on vous expliquera directement, attention, là, il faut vous creuser un petit peu. On m'avait pris comme exemple directement, vu que je suis de Toulon directement, quoi. Vous avez dû entendre parler de l'entreprise PIP, hein, pour les prothèses mammaires. L'entreprise qui les a certifiés, donc TÜV, en toute transparence, ont montré directement qu'ils ont vu le document représenté. Et heureusement qu'ils avaient tracé dans le rapport la liste de documents qu'ils ont présentés. C'est ça comme fini au tribunal de Marseille, hein, cette histoire. Donc du coup, par rapport à ça, marquez à tout prix, à tout prix, à tout prix quand vous faites l'audit, les documents que vous avez vus. Ne les conservez pas, vous n'avez pas le droit, mais marquez-les directement. Au moins, ça prouvera la véracité de ce qu'on vous a présenté par rapport à ce que vous avez analysé. Ça, c'est important. Il doit avoir ce confiance, comme dit Olivier directement, mais le contrôle n'exclut pas la confiance. Et là, je vous encourage vraiment à noter tout document que l'on vous présente. Olivier? Oui, oui, d'accord avec toi. J'ai pas grand-chose à rajouter en fait. Non, j'étais en train de lire les questions. Connaissez-vous ce que l'audit distanciel représente aujourd'hui en pourcentage et quelle est l'évolution de ce chiffre? Alors, moi, j'ai Ça va pas de exploser. réponse. Je sais pas toi si tu l'as. Non. Je sais que, par exemple, au niveau de l'organisme de certification, en mars, ils avaient déjà travaillé sur la mise en œuvre de cette méthode spécifique pour que les auditeurs y aient accès. Ils nous ont clairement indiqué que à terme, ça serait quelque chose qui prendrait une grosse proportion dans l'activité. Parce qu'elle permet de limiter les coûts, hein, tout simplement, comme on le disait. Elle permet d'éviter aussi le fait d'exposer les gens. Hein. On parle du Covid. Bon, ben voilà, des fois, ça peut aider aussi. On peut interroger les gens qui sont chez eux parce qu'ils sont confinés. Voilà. Et donc, c'est une activité qui est amenée à pas mal se développer. Aujourd'hui, notamment, on fait, je sais pas, de l'analyse de risque. On peut être amené à les regarder parce que quand on pense audit distance, c'est aussi, comme tu le disais tout à l'heure, hein, dans les exemples qu'on a donnés, d'aller voir un site internet, de consulter des données à distance, etc. Donc, c'est tout ça. C'est pas uniquement le fait de faire de la réunion à distance. Donc, c'est quand même une partie relativement importante qui se met en œuvre. On le voit aujourd'hui, hein. Affirmatif. Voilà, avec tous les échanges de documentation, etc. Non, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, j'ai pas les chiffres, mais je pense va prendre voilà, de l'expansion, c'est sûr. Pour appuyer ce que dit Olivier, vous prenez un exemple concret personnel. Lundi matin, j'ai un audit Calliope à Saint-Étienne. Je le ferai chez moi, Trans-en-Provence. Avant, je n'ai jamais fait. Là, j'ai eu 3 demandes d'un cabinet de certification. Les 3 prochains audits Calliope que je vais faire, tous se feront à distance. Donc oui, je pense que ça va exploser. Je ne sais pas les chiffres aujourd'hui. Les chiffres, on les aura certainement au courant début 2021 par rapport à 2020. Mais je suis persuadé que ça va exploser. Exploser. Et pas que sur l'audit d'ailleurs, hein. Ça peut être sur du conseil, sur plein de Tout choses. à fait. Hein. Des formations, tu as Des raison. formations, on le voit d'ailleurs dans le domaine de la formation aussi. Hein. Tout à fait, tu as raison. D'autres questions, Guy?
En fait, il est quand même 12h36, donc Oh, pardon. je propose à Jean-Jacques de conclure si vous le voulez bien. Tout à fait. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Ok, merci, merci à vous deux. C'était très intéressant. Euh, pour conclure auprès de nos participants, j'aimerais bien que sur l'évaluation qui va vous être envoyée de ce webinaire, et cette évaluation est particulièrement importante parce que c'est la première fois que nous faisons un webinaire sur cette thématique de la qualité pratique. Et ça serait intéressant que le feedback que vous ferez de ce webinaire permette d'apprécier si effectivement pour vous, le webinaire a été suffisamment pratique et suffisamment concret, ce qui est notre ambition avec cette catégorie de webinaire. Et j'aimerais bien que vous puissiez nous renvoyer ce que vous pensez sur cet aspect-là, ceci pour éventuellement nous améliorer dans l'avenir, puisque, comme tout un chacun, nous sommes sur le programme Entraide sur le fameux PDCA. Merci donc pour votre contribution. Deux mots et je vous laisse. Notez dans vos agendas les 2 prochains webinaires qui auront lieu en octobre. Un qui sera très conceptuel et qui traitera la nouvelle qualité. Et il sera dans la catégorie que nous avons appelée l'ère du temps, donc les grandes idées. Et cette nouvelle qualité nous sera présentée par le président de la FQP nationale. Et une deuxième date intéressante qui est le 23/10 et qui aura pour thème le pilotage avec le Balance Scorecard. Et ce pilotage avec le Balance Scorecard rentrera dans la catégorie qualité pratique. Donc, il sera, à l'instar d'aujourd'hui, un webinaire de formation, enfin, il aura pour ambition d'être de formation à information la plus concrète possible. Je vous souhaite à tous un bon appétit, un bon week-end et merci encore à tout le monde et à nos intervenants. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.